ou une divinité jaguar, ou c'est à la fois plonge dans le monde animal, mais en même temps dans le supra-humain. Donc c'est bien quelque chose qui contourne l'humanité, mais qui n'est pas faite non plus par une sorte de transposition, de transfert. Donc il y a des relations là qui court-circuitent complètement la logique subjective de la conscience philosophique. Mais est-ce que ça n'inclurait pas, par exemple, cette vue que tu as tes divinités animales et tout ça? Est-ce que justement la différence entre une vue orientale, occidentale de ces questions-là, ce ne serait pas que dans la vision du monde, tu as effectivement, je dirais, tu as tout le monde au même échelon, l'humain aussi, c'est-à-dire il fait partie de l'entité, il fait partie de cet ensemble-là, il n'est pas au-dessus ou hiérarchisé ou par le... c'est ça, je pense, la question, tandis que dans le concept de notre sujet, tu as effectivement tu sors l'humain de ce niveau-là, c'est-à-dire tu le mets au-dessus, et c'est lui qui décide. L'animal, c'est... bon, et ainsi de suite. Donc, c'est pas un concept où c'est dedans. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que ça fait une très grande différence, en fin de compte, dans comment justement tu gères le tout. Non? Parce que moi je pense que même un animal parmi d'autres, entre guillemets, du fait que même avec ses facultés, ses possibilités, il peut gérer certaines choses autrement, mais il peut même tellement bien le gérer qu'il peut le gérer contre soi et contre tout le reste. Oui, mais on se demande, d'ailleurs là je ne veux pas faire du renvoi de rose, mais par exemple il y a toute une histoire au sujet des dauphins qui se suicident, qui échouent au bord de la mer. Il y a plein d'histoires comme ça qui prouvent que dans l'animal il y a une intelligence qui est incontestable. On peut aussi, si on est dans les petits récits, dans nos histoires de chats, raconter la mienne. J'ai eu 2 chats qui ont ouvert ensemble de frigos, qui par ailleurs avaient souvent des grandes guerres, mais quand on était partis, ils ouvraient ensemble de frigos. Le grand ouvrait la porte et le petit sortait ce qu'il y avait dans le frigo, des choses comme ça. Donc c'est un signe d'intelligence. Du coup, on a mis des bouteilles, je l'ai filmé ça. On a mis des bouteilles devant le frigo, des bouteilles d'eau, et mon grand chat, il rangeait les bouteilles, la petite sur un siège. Carlo et Lucie. Tu as vu le film? Et donc il y a de la réflexion. On n'a pas besoin de mes histoires de chats pour le prouver. Il y a bien sûr des grandes recherches sur les bonobos qui nous ressemblent énormément, dont on analyse la sexualité et on trouve qu'elle est absolument comme la nôtre, c'est-à-dire ils le font tout le temps et pas seulement quand ils sont fertiles et avec tout le monde, etc. etc. Donc il y a plein de similitudes avec l'homme, il y a aussi des différences, mais on ne peut plus faire comme s'il n'y avait pas de réflexion, pas d'intelligence. Et là, je réessaye quand même dire que ça fait une différence. Est-ce qu'on parle de nos figures de l'animal, c'est-à-dire de ce qu'on a produit nous comme figure? Est-ce qu'il est possible de sortir de ces figures et de penser un instant, avoir assez d'empathie pour se dire qu'il y a un autre regard qui n'est pas le nôtre et qui vient de l'animal et qui va dans notre direction? C'est la seule chose, à mon avis, que ce livre demande, c'est de se mettre pendant un instant dans cette situation où on pense qu'il y a la possibilité d'un animal
qui exprime, qui regarde, qui nous regarde et qui répond. Il y a même des animaux qui sont... Pour les anthropomorphes, là, c'est un peu quelque chose d'un peu différent, parce que si c'est anthropomorphe, justement, on est toujours habilité à dire que ça a des rapports presque de réciprocité avec l'homme. C'est plus intéressant, peut-être plus caractéristique, justement, de prendre des animaux qui ne sont pas anthropomorphes, comme le chat, ou même la souris, par exemple, les souris, ou l'oiseau. L'oiseau n'est pas du tout anthropomorphe. Il a lui aussi, on peut bien dire que dans certains cas, on peut bien attribuer un regard à un oiseau, c'est absolument certain, ou à une souris qui est tout à fait petite et où les yeux sont comme des petites boules, ou l'oiseau aussi, il n'a pas exactement le même type d'œil que le chat, mais il regarde bien. Dire que l'animal ne regarde pas, c'est un peu, peut-être des animaux qui ne regardent pas du tout. Le ver de terre, par exemple, il est plus semblable. Encore, on ne sait rien. Oui, on ne peut pas savoir. Oui. Je ne regarde pas. Les escargots, qui ont des cornes, qui se replient dans leur coquille, ils regardent bien, ils voient bien ce Mais je pense que ce n'est pas seulement une question de regard organique ou biologique, de regard, même une taupe peut regarder un être humain, même si on n'a pas dit un aveugle peut regarder d'une certaine manière, parce que regarder, regard dans ce sens-là veut dire comment perçoit-il l'homme, qu'il le sente, qu'il le voit, qu'il l'entende, ou qu'il le touche, qu'est-ce qu'il pense, qu'il est en face de quoi cet animal quand il voit un homme? Il est en face de quoi exactement? Qu'est-ce qu'il perçoit? C'est pas seulement le regard. C'est la présence de cet humain face à quelque chose qui est différent. Qu'est-ce que l'autre peut s'imaginer, penser? Enfin, aucun verbe n'est suffisant parce qu'on nous a donné le privilège de les posséder tous. Mais qu'est-ce qui se passe quand un animal nous perçoit, nous regarde, nous sent? D'abord, il doit se dire, oh là là, ça sent mauvais. Ça pue. Mais même ça, c'est une interprétation de notre part. Bien sûr. Constantin, oui. Je voudrais attirer l'attention à la fouille foucaldienne, aux recherches de Michel Foucault par rapport aux mots et les choses, où l'on trouve l'homme, le concept d'homme, qui n'est pas exactement la même chose que le concept de sujet. Donc l'homme émerge quand il y a une séparation totale entre l'homme et les mondes d'animaux. Il y a la référence à Cuvier, à Buffon et à autres penseurs de l'époque classique, où l'on trouve l'homme aux adipodes du monde d'animaux. Ce que je veux dire, c'est qu'on trouve l'homme qui est construit même à l'époque classique selon Foucault. L'homme ne va pas de soi selon Foucault, il n'est qu'une construction historiquement précisée à l'époque classique. Donc je me demande si on peut sonder les choses de manière historique dans cette optique foucaldienne pour aller jusqu'à Agamben, qui
qui crée un concept assez intéressant, c'est le concept d'anthropogénèse, qui est aussi historiquement déterminé. Donc il y a un processus historique, selon Foucault et Agamben, vers quelque chose qui s'appelle l'homme, tout en séparant l'homme de l'animal. Aussi Derrida a inventé un concept, le concept d'anthropobotanique général. Donc il y a un processus, à mon avis, même historique, dans la recherche, dans cette recherche. Donc ma question se trouve là-dedans. Est-ce qu'on peut, à votre avis, déterminer historiquement une certaine séparation entre l'homme et l'animal? Là, je suis du côté, là je suis quand même du côté de Derrida qui dit qu'il se méfie beaucoup de la datation. Il y a certainement un processus historique, là c'est sûr, c'est certain, et la datation de Foucault est toujours, on a toujours l'archétype, machin, et puis on ne sait pas, ça s'arrête là, ça commence là, c'est probablement un peu moins ordonné, hein, mais il y a certainement un processus historique, ça c'est certain. Déjà, quand on voit Néandertal, les Homo sapiens, etc., les transformations et les rapports des distanciations, tu as absolument raison. Sauf que moi, je me méfie un peu de ces datations très très précises, oui, c'est ça. qui sont à la fois la force et la faiblesse de Foucault. Et en tout cas, tu fais bien de le dire, c'est évident que l'homme n'a pas toujours été la même chose. On ne fait pas comme si l'histoire n'existait pas. C'est clair. Parce que quand on prend l'homme, il y a forcément d'ailleurs aussi, si l'on identifie l'homme et le sujet d'autre part, on peut donner de l'homme des définitions très restrictives, et y compris allant jusqu'à l'intérieur de l'humanité, à exclure certaines races, c'est-à-dire en disant qu'elles n'ont pas des caractères humains, et en donnant de l'homme, c'est surtout là-dessus que la critique d'une certaine conception de l'humanisme a pu être légitimée, de définir, centrer exclusivement autour de l'homme, c'est précisément exclure l'animal, c'est exclure des peuples qui ne présenteraient pas de caractère humain, etc. C'est aller vers des définitions tout à fait exclusives. En plus là,